pour débattre sur Sud Radio, commenter l'actualité. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur le site sudradio.fr pour commenter l'actualité aujourd'hui. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour. Bonjour Valérie. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre du PCD, le Parti chrétien-démocrate. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes en forme ? Oui, tout va bien, merci. Bon, Geneviève Gotzinger, bonjour à vous également. Vous êtes présidente de l'agence Image avec 2G, vous êtes communicante. Et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Et vous êtes à Marseille, Jean-Luc. Oh, tout à fait. Absolument. On va parler des États-Unis, évidemment. Vous l'avez entendu, vous avez vu les images, une colère qui gronde, qui monte un petit peu partout aux quatre coins des États-Unis. Un George Bush intéressant comme lapsus, un Donald Trump extrêmement martial. Qu'en pensez-vous? Déconfinement, ouverture des restaurants, des terrasses. Est-ce qu'il faut craindre un relâchement? On a entendu tout à l'heure dans le zapping de Gilles Gansman, c'est comme une sorte de libération. Mais prudence tout de même. Et puis municipal, dernière ligne droite, des accords parfois contre nature. Les masques tombent. On parle de tout cela avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jean-Luc Benamias. Un coup de gueule estival. Oui, estival est incroyable quand même. Cette idée, je ne sais pas qui a pu une idée aussi débile que celle-là. Les plages dynamiques. On est dans le n'importe quoi. Je veux bien que sur des plages extrêmement petites, on calcule le nombre de personnes qui soient présentes. Mais faire courir les gens sur les plages, enfin, faut vraiment être. Enfin, je ne sais pas qui a pu inventer ça. J'ai du mal à. Et ça se passe comment à Marseille, de ce que vous avez pu voir? Est-ce que les gens respectent ça? Parce que c'est extrêmement compliqué, non? Ce que j'ai vu à Marseille, surtout, c'est que dans certains coins, je vais parler de la Côte Bleue dans une autre émission, où c'était totalement ouvert, les gens faisaient attention, mais personne ne faisait plage dynamique, hein, merci. Mais sur Marseille-Ville, d'abord, ça a été interdit jusqu'à avant-hier. On ne pouvait pas se baigner, voilà, et pas aller sur la plage. Puis après, ils ont inventé un truc de plage dynamique, mais qui ferme à 15h. Alors, à 15h, les parquets des CRS, pas trop méchants, hein, faut être clair, il n'y avait pas de baston, mais quand même, quoi. À un moment donné, tout ça devient totalement stupide, surtout qu'il y a des petites plages à Marseille, au centre-ville, mais quand vous regardez vers, pour les gens qui connaissent, vers la Pointe-Rouge, vers Cannes-Longue, c'est assez grand comme plage quand même, puis il y a des pelouses, il y a tout ça. Enfin voilà, on est parfois dans des définitions, je ne sais pas qui peut faire ça, je le répète, c'est débile. Voilà. C'est effectivement assez étrange cette notion de plage. Oui, une réaction? Pour prolonger juste un instant, dans le même Alexandre genre de réaction assez extraordinaire, c'est la ville de Cannes quand même. Le maire a fait désinfecter les plages. Quand même, faut imaginer désinfecter des plages avec quasiment des cosmonautes en tenue jaune et qui ont aspergé je sais pas quoi sur du sable au bord de la mer. Oui, avec de l'eau oxygénée qui donc éliminerait le virus, mais qui ne serait pas toxique pour les habitants. Donc c'est sur une plage quand même. Assez paradoxal, c'est assez étonnant. Passons au coup de cœur d'Alexandre, justement, puisque vous avez la parole. Oui, coup de cœur en fait pour les propos de Bruno Le Maire ce matin, qui était invité sur RTL. Écoutez, j'ai trouvé qu'en tout cas sur les constats qu'il pose, c'est-à-dire que la volonté véritablement de regarder la réalité en face, de ce qui est en train d'arriver avec les annonces de chiffres qui sont malheureusement très mauvais. On annonce, il rectifie les -8, il est passé à -11% de croissance pour la France sur l'année 2020, ce qui est évidemment une très très mauvaise nouvelle. Mais il y a une forme de lucidité qui me paraît intéressante et qu'il faut souligner. Il dit également, et ça c'est un point aussi qui est très préoccupant, c'est qu'en fait quelque part il y a une vraie déconnexion entre les Français qui voient la réalité mais qui ne comprennent pas, qui ne tirent pas tous les enseignements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de messages dans l'ambiance qui continuent à arriver, qui parlent des vacances, de l'été, comme s'il y avait une forme de déconnexion avec le réel. Or, effectivement, ce qui est en train de se préparer est quand même pas drôle du tout, loin s'en faut. Alors, je dis pas qu'il faut être triste, mais en tout cas, il faut faire face avec lucidité. Je crois qu'il y a vraiment deux France, en fait. Il y a une France qui est en dehors de la réalité, et puis une qui est très connectée, parce que déjà très concernée. Cette facteur va peut-être s'amplifier dans les prochains temps. En tout cas, c'est un vrai sujet. Et à côté de ça, j'ai trouvé qu'il mettait sur la table quelques propositions, alors qui vont faire grincer bien sûr certains syndicats, mais quand même quand il parle
d'aménagement du droit du travail. Et sur certains sujets, il met le doigt sur des bonnes questions à poser, notamment sur le fait qu'il vaudra peut-être mieux demain avoir des emplois avec moins d'heures, mais en tout cas des emplois maintenus que pas d'emplois du tout. Et puis, il a une doctrine apparemment sur la fiscalité qui est très claire, c'est-à-dire voilà, il n'y aura pas d'impôts, on va plutôt baisser les impôts de production et plutôt bien sûr ne pas non plus taper sur les ménages. Bon, en tout cas, cette doctrine-là, elle a l'air claire. Après, la question que vous posez, c'est la tenabilité. C'est comment on finance tout ça. Oui, c'est ça. Et puis entre les paroles et les actes, c'est le déclaratif. Voilà. Bon, et puis stade, après, l'usine à gaz qui risque d'être inventée pour trouver du financement ici ou là. Affirmatif. Mais bon, en attendant, voilà, quand quelqu'un a une parole claire, il faut le saluer, ça fait du bien. Oui. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais vous avez raison de le souligner. Non, mais vous avez raison de le souligner. Patrick Mignon. Un coup de gueule. Bon, j'espère que vous déconfinez tous bien déjà. Moi, c'était pas vraiment un coup de gueule, c'est plutôt une alerte. J'ai été très étonné de la com de Monsieur Macron à propos de l'emprunt que la BCE va lancer pour aider les pays qui vont avoir des grosses difficultés et auxquels ils doivent faire face. Alors certes, c'est très innovant en Europe. Pour une première fois, il y a un emprunt et il y a quelque chose qui est lancé au niveau de la BCE. Sauf que c'est quand même extrêmement dangereux. D'abord, je rappelle qu'une première partie des aides a été accordée ou va être accordée en utilisant le fameux mécanisme européen de stabilité. Et le mécanisme européen de stabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme qui prête, certes, qui donne des garanties, mais contre quoi ? En contrepartie d'une ingérence budgétaire de l'Union européenne, donc du pays le plus puissant, c'est-à-dire l'Allemagne, dans les budgets des pays concernés. Ça a été le cas pour la Grèce, d'ailleurs ça a été mis en place, si je ne me trompe pas, à l'issue de la crise de 2008, puis de la crise grecque. Donc ça, or je rappelle quand même que le budget, c'est un des éléments essentiels de la souveraineté d'une nation, d'un pays. Alors, ce dont M. Macron se glorifie aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à obtenir, mais je me demande même si c'est pas plutôt l'Allemagne qui a fait passer la chose pour elle, obtenir de la BCE qu'elle lance un emprunt. Le seul ennui, c'est que quand vous marchez dans un emprunt comme celui-là, détenu par la BCE, lancé par la BCE, et que vous avez envie éventuellement ensuite de faire comme les Anglais, ou de taper du poing sur la table et de dire que vous n'êtes pas d'accord, quand vous avez un emprunt autour du cou pendant 40, 50 ou 60 ans pour des dizaines, voire des centaines de milliards, ça va être très compliqué à tous les pays qui vont le prendre et qui sont presque contraints de le prendre, de s'en aller. Et quels sont ces pays ? Les pays de l'Europe du Sud, ce que élégamment les Allemands appelaient les pigs, ça veut dire cochon en anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est-à-dire Portugal, Italie, Grèce et Espagne, le S pour Spain. Et on peut rajouter évidemment la France. Alors, la simple question, pourquoi faire ce genre d'emprunt de la BCE plutôt que de faire fonctionner une planche à billets ? Je ne suis pas économiste, mais un peu d'inflation en augmentant la masse monétaire en euros aurait peut-être pas fait de mal à tous les pays du Sud dont nous faisons partie, pour redonner un peu de souplesse et de croissance. Voilà. Alors moi, ce que je vois là-dedans, c'est une mâchoire, une tenaille. On nous dit c'est équilibré. Moi, je veux bien, c'est équilibré parce que Madame von der Leyen, allemande, est présidente de la Commission et Madame Christine Lagarde, française, est présidente de la BCE. Sauf que, physiquement, la BCE est installée à Francfort. Alors, demandez aux gens de l'ONU s'ils sont contents d'être installés à New York. La présence physique sur un territoire n'est pas neutre. Et deuxièmement, même si la BCE est indépendante et a fait preuve d'indépendance à l'époque de Mario Draghi avec ce qu'il a fait sur le rachat des dettes et tout, ce qu'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe... Patrick, faites un petit peu plus court parce que c'est très court. On entend que ce plan de relance européen... très sincèrement, alors je raccourcis, sincèrement, on est pris en tenaille. Et moi j'ai un sentiment... on est pris en tenaille parce qu'on a un conseil constitutionnel qui est étrangement absent. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas française et manifestement c'est ça qui va s'appliquer. Et nous, cet emprunt qu'on nous vante, en fait, je le vois comme un gros piège fédéraliste. Oui, qu'on va finir par devoir payer, oui. Alexandre ? Pas forcément un piège fédéraliste. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de liquidités sur Terre et que le fait de pouvoir emprunter aujourd'hui sur des marchés dans des très bonnes conditions, parce que je pense qu'on empruntera sur des très bonnes conditions, peut faire partie d'une panoplie de réponses. C'est pas forcément la réponse. De toute façon, la BCE pourra toujours, le cas échéant, faire tourner la planche à billets. Elle l'a déjà fait. Là, les milliers de milliards qui ont été injectés ces dernières semaines, c'est de la planche à billets.
Voilà, Ouais. donc voilà. On verra. Mais c'est une espèce de mesure d'équilibrage. Après, le mouvement vers le fédéralisme, à mon avis, on en est encore loin. Mais cela dit, il faudra bien avoir une structure fédérale un peu plus forte si on veut arriver à rivaliser avec les grands de ce monde. C'est là que nous différencions, cher Alexandre. Un seul accord sur la structure fédérale un peu plus forte pour réaliser. Et la souveraineté, elle doit être aujourd'hui largement européenne par rapport aux autres grands de ce monde, me semble-t-il. Par ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec Patrick Mignon sur l'inflation et la relance de l'inflation. L'inflation, c'est la paupérisation des plus faibles et de ceux qui ont le moins d'argent. Donc, mais si. Bon, on va pas faire le débat sur l'inflation. Allez-y, Geneviève. Alors oui, moi c'est sur Cédric Villani, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais enfin pour quelqu'un qui prétendait faire de la politique autrement, c'est quand même un fiasco absolu. D'ailleurs cette candidature a été un fiasco jusqu'à la fin. Mais le plus fiasco dans l'histoire, c'est le fait quand on se retrouve en position de pas pouvoir se maintenir au second tour, à l'exception d'un seul arrondissement, le sien, le 14e, de négocier finalement à la fois avec Agnès Buzyn et à la fois avec Anne Hidalgo un accord de désistement. Alors ça me semble, là on est, si vous voulez, dans la politicaillerie la plus épouvantable, l'ancien monde dans ce qu'il a de plus épouvantable. Comment est-ce qu'on a pu prétendre incarner une candidature d'alternance et ensuite sembler potentiellement se rallier à l'actuel maire de Paris? Pour moi, là, on est dans quelque chose qui est totalement catastrophique en termes d'image de la politique. En termes d'image de la politique. On va reparler. En fait, il a quelque part tout perdu, puisque il va se maintenir dans le 14e, il n'y a pas d'accord. Il aurait pu fusionner avec les listes d'Agnès Buzyn. Après tout, il est encore à La République En Marche, même s'il est sorti du parti à l'Assemblée nationale, du groupe à l'Assemblée nationale. Il aurait pu fusionner dans le 9e arrondissement avec quelqu'un comme Delphine Burkli. Il aurait pu fusionner partout, il a obtenu plus de 5%. Il ne le fait pas, il va y aller en solitaire dans le 14e. Il sera sans doute vraisemblablement, d'après les chiffres, même pas réélu lui-même au Conseil de Paris, et il a tout perdu en termes d'image. On reviendra sur les municipales si on a le temps dans l'émission. On se retrouve, oui, Jean-Luc. Juste un mot sur... Moi, je pense que M. Villani a essayé. Enfin, je vous rappelle juste, tout le monde le sait, qu'il est président du comité de soutien à la dernière municipale, à l'avant-dernière municipale de Anne Hidalgo. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des États-Unis et puis également, c'était mon coup de gueule à moi, ou mon interrogation, on va dire, sur cette comment on dit. Enfin, je vous dis ça dans un instant sur je trouve pas le mot. On y revient dans un instant. Voilà, de retour pour le 10h midi. Mon bafouillement venait du fait que c'était pas simple à expliquer. Il y a une mission d'info sur la gestion du Covid qui existe déjà depuis un petit moment et qui a à sa tête, je vous le donne en mille, Richard Ferrand. Parmi les vice-présidents, il y a Gilles Legendre. Et donc, ils viennent de demander que ce soit en fait une commission d'enquête. C'était une mission d'information, donc une commission d'enquête, donc dirigée toujours par Richard Ferrand, avec parmi les membres Monsieur Legendre. Donc, ça promet d'être assez saignant et transparent, cette commission d'enquête, même s'il y a évidemment beaucoup de députés qui y participent. Non, ça vous fait pas réagir? Comme celle de Yael Braun-Pivet. Il va y en avoir une au Sénat. Et on a vu au moment de l'affaire Benalla que finalement, la vraie commission d'enquête, celle qui avait bien fonctionné, elle était au Sénat. Donc là, on peut considérer que ce sera la même chose, vraisemblablement. Oui. D'accord. Mais ça confirme une fois de plus qu'en fait nos chers parlementaires et nos institutions parlementaires sont vraiment relégués en deuxième catégorie en France. Ouais. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif, et le reste est totalement secondaire, subsidiaire. Il est là pour... Enfin, on parlait de chambre d'enregistrement, ça n'a jamais été aussi vrai. Et tant qu'on n'aura pas rééquilibré les pouvoirs, on aura ce type de dysfonctionnement qui sont criants. Alors peut-être qu'entre eux, ça les rassure, sauf que les Français ne sont plus dupes. Que tout ça ne fait qu'une chose, c'est continuer à accentuer la machine à rejet jusqu'au moment où il y aura eu tellement de rejets, tellement de gens qui veulent rejeter. Tous ces gens-là seront relégués pour aller jouer ailleurs. Et la suite, je la décris pas, mais elle peut être emmerdante. Mais comment on peut imaginer qu'une commission d'enquête avec à sa tête Richard Ferrand puisse être impartiale? Pardon, Jean-Luc. Sur l'affaire Benalla, c'était la présidente de la commission des lois qui était aussi au groupe. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Oui, on est d'accord. Ils sont pas très rassurés, les députés. Ils n'arrêtent pas de créer des groupes chaque semaine. Donc c'est pas très rassurant, c'est très nouveau.
Ouais. Mais vous avez raison, Valérie. Hein. Ça nous amène, et je suis d'accord là avec Alexandre, ça me ramène à un de mes dadas. Depuis qu'on est passé au quinquennat, on a présidentialisé ce qui était dans la Constitution un régime parlementaire, donc avec les deux chambres de l'Assemblée nationale qui avaient de l'importance. Et là, on les nie complètement. Ce ne sont que des chambres d'enregistrement. Le Sénat fait un peu meilleure figure parce qu'il a plus d'opposition que l'Assemblée nationale. Mais oui, tout à fait. Hein. C'est catastrophique. Hein. Alors, le Sénat est un peu plus représentatif de la France que ne l'est des territoires. Que ne l'est le... Oui, et on a vu effectivement dans l'affaire Benalla que le Sénat avait été beaucoup plus efficace que ne l'avait été l'Assemblée. On verra à quoi aboutira cette commission d'enquête, si ça donne quelque chose. Parlons des États-Unis. Vous l'avez vu, une Amérique fracturée. Donald Trump qui veut envoyer l'armée, qui envoie l'armée contre les manifestants, qui déploie. Alors CBS hier a fait évoquer une conversation du président de la République qui engueulait le gouverneur, celui de l'État de Washington, en lui disant qu'il fallait réagir et que les troubles étaient une honte, les troubles à Washington. Il juge donc qu'il faut réprimer par la violence. De quoi est-ce que cette révolte est le nom pour vous, les uns et les autres? Qui veut commencer? C'est le nom d'un mal extrêmement profond qui est le mal américain depuis toujours, qui est la ségrégation, qui est le fruit de l'esclavage dont les Américains se sont jamais remis. Ils n'ont jamais tiré réellement un trait là-dessus, sur cette ségrégation qui reste très forte. Et on a eu hier un président de la République qui est le contraire d'un président de la République, en fait. C'est quelqu'un qui clive encore davantage. C'est quelqu'un qui affronte une crise extrêmement profonde, mais qui, au lieu d'essayer de rassembler le peuple américain, joue la fracture, joue l'hyperfracturation, qui parle à sa base électorale, purement à sa base électorale, qui jette de l'huile sur le feu et qui espère finalement se retrouver dans la situation qui a été celle de Richard Nixon en 1968. Après les émeutes, il est réélu, il est élu triomphalement au mois de novembre. Donc c'est cette carte-là que joue aujourd'hui Donald Trump. Oui. Moi, je pense pas qu'il joue, Patrick déjà, Mignon. Pour commencer, parce qu'il a tout de suite très vite condamné le meurtre innommable de George Floyd. Mais il faut voir la réalité du pays. Vous avez prononcé, Geneviève, le nom de président de la République pour George Trump. C'est en France qu'on a un président de la République. Il y a aux États-Unis des républiques, c'est-à-dire chaque État, parfois, est constitué en république, comme en Californie, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Texas. Donc le pouvoir n'est pas tant que ça au niveau fédéral sur ce sujet-là, parce que il est au niveau des gouverneurs, et c'est pour ça qu'il a appelé et qu'il a tensé le gouverneur de l'État de Washington, qu'on comprenne bien que c'est pas Washington DC, c'est-à-dire la capitale. Mais moi, ça me fait penser, vous avez raison par contre Geneviève, c'est un État multiculturel, et quand on a un État multiculturel comme ça, on a un État forcément multiconflictuel, extrêmement difficile à gérer. Je pense que, comme vous êtes tous très férus de réseaux sociaux, vous connaissez la séquence glaçante de 52 minutes qui existe sur Internet à propos de l'université d'Evergreen, justement dans l'État de Washington. Cette université a développé un racialisme incroyable au point qu'un professeur juif de confession, donc blanc, est obligé d'avoir une plainte au niveau de la Cour suprême des États-Unis parce qu'il a perdu son job à la suite d'exactions des étudiants, etc. Il faut regarder ce truc qu'on trouve sur YouTube à propos de Evergreen. Il suffit de taper Evergreen dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche. Alors, moi, je suis désolé. Et puis, on a vu aussi à l'œuvre dans les manifestations des États-Unis quelque chose qu'on voit très bien en France, qu'on a vu à propos des Gilets jaunes, c'est que il y a tout de suite des groupes d'extrême gauche, les nommés Antifa, qu'il veut classer comme organisation terroriste et à juste titre, qui veulent prendre le pouvoir en instrumentalisant les manifestations de colère des gens et eux, ils savent gérer ça, ils sont formés pour ça, les Black Blocs et autres. Il y en a même qu'on a vu donner de l'argent à certains pour faire certaines choses. C'est très, très saisissant de voir ça et je pense que ça va... Mais par contre, le danger est grave. Mais alors, il y a des manifestations pour effectivement dénoncer ce dont a été victime George Floyd, ce meurtre, cet assassinat, sauf que les pillages aujourd'hui dans les boutiques de luxe, les pillages un petit peu partout aux États-Unis, quel est le lien avec le meurtre de cet homme? Mais le lien, Valérie, s'appelle la pauvreté.
La pauvreté, oui. J'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est qui disait ce sont les émeutes de la faim. Non, quand on va piller le magasin Nike ou des magasins d'électronique. Je parle des hypermarchés et des supermarchés. Voilà. Je ne soutiens pas. Évidemment. Et personne ne soutient ce genre de choses. Non. Sauf que c'est assez habituel aux États-Unis, ça n'est pas très nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est quand même l'amplification générale dans l'ensemble des villes américaines. Et ce qui est nouveau aussi, c'est le soutien dans un certain nombre de pays du monde, assez peu en France, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 10 et de manifester, bon, passons. Mais dans le reste du monde, j'ai vu les images d'Amsterdam, j'ai vu les images de Nouvelle-Zélande, de manifestations de soutien. Il y a quelque chose derrière tout ça. Voilà. Moi, excuse-moi, Patrick, mais penser que les antifas aux États-Unis jouent un rôle tout à fait central, je n'y crois pas. Une seconde, pas une seconde. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez commenter cette actualité. À tout de suite avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, Patrick Mignon, ancien commandant de bord et membre du Parti chrétien-démocrate, Geneviève Gotzinger, communicante et présidente de l'agence Image, et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Il y a une cloche qui sonne, je ne sais pas chez qui c'est. Mais chez moi. C'est chez qui? C'est chez moi. Ah, je suis dans ma voiture dans la rue, il y a une église à côté. Ah d'accord, très bien. Votre bureau est dans votre voiture. Donc nous revenons. Ça fait plaisir à Patrick. Voilà, revenons. Ça n'a rien à voir. Revenons, donc nous parlions des États-Unis. Des États-Unis, certains de nos auditeurs y voient une manipulation pour contrer effectivement Donald Trump. Qui est-ce qui voulait réagir? Je crois que c'est vous, Alexandre Malafaye, à ce que disait Jean-Luc Benamias sur ces émeutes qui sont ancrées dans la pauvreté. Là, en tout cas, on est au cœur d'un vrai sujet. Je voudrais juste faire écho à la polémique qu'on a eue il y a une quinzaine de jours avec Camélia Jordana qui parlait de massacres dans nos banlieues ou dans les transports en commun. Là, on était très très loin de la réalité avec ce qu'elle disait. En revanche, là, aujourd'hui, on est vraiment au cœur d'un problème qui est un problème majeur, massif, qui est très ancien, effectivement, qui est celui de la ségrégation, de l'apartheid, en tout cas du racisme, qui est une réalité encore malheureusement extrêmement présente aux États-Unis. Vous posiez la question de la problématique des pillages. Oui, juste des statistiques donc qu'on voit sur Internet sur ceux qui contestent la généralisation de racisme. La justice américaine publie ces statistiques. 2% des victimes noires tuées par des blancs, 1% par la police, 97% par des noirs, 81% des victimes blanches sont tuées par des noirs, 3% par la police et 16% par des blancs. Donc il y a ce débat qui existe aussi de dire il n'y a pas de racisme. Après, je vous pose le débat. Il n'y a pas de racisme systémique. Je crois que le mort par balle aux États-Unis frappe davantage la population noire que la population non noire. Oui, mais entre eux, c'est des guerres souvent de gangs. Oui. Non mais on est d'accord, il y a plein de raisons, il y a plein de racines à tout ça. Mais vous parlez surtout de la question de l'ordre et du chaos, finalement. Le fait que tout d'un coup, on assiste à des pillages. Ouais. Je crois que tout ça confirme une chose, c'est que de toute façon, quand les gens sont là, quand ce sont les vôtres, quand ce sont vos concitoyens, qu'ils soient blacks, qu'ils soient beurs, qu'ils soient indiens, hispanos, etc., il faut les respecter. Voilà. Et quand il n'y a pas de respect, eh bien vous avez ce type d'explosion. Et après, vous n'avez plus aucun ordre. C'est-à-dire que oui, effectivement, il n'y a pas de justification à aller voler des Nike ou des montres de luxe. C'est pas du pillage alimentaire. Mais à un moment donné, quand vous ne respectez pas les gens, vous vous exposez à ce type de débordement. Et après, en ce qui concerne Donald Trump, parce qu'il est quand même évidemment responsable de jeter de l'huile sur le feu sur ce type de situation, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que quelque part, la perspective d'une élection électorale par rapport à quelqu'un qui est présidentielle, voilà. Quelqu'un qui est affiché comme étant un suprémaciste, c'est-à-dire véritablement qui pense que la race blanche est au-dessus des autres. Voilà, tout d'un coup, vous avez un désordre. Il a besoin d'exprimer son autorité, de montrer qu'il est là. Il joue gros sur un coup comme ça, parce que si les émeutes lui échappent complètement, il perd son crédit d'autorité vis-à-vis de sa base électorale, qui est encore là, qui le soutient. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre ce bras de fer. Mais je suis pas d'accord. Alors, Patrick, allez-y. Oui, navré, mais je suis pas d'accord avec Alexandre. D'abord, j'ai jamais entendu dire et jamais lu quelque chose de chez Donald Trump comme quoi il était suprémaciste affiché pour la race blanche. Et je vous rappelle quand même que son élection s'est faite justement grâce aux swing states dans lesquels ce sont les foules noires et les populations noires qui ont voté pour lui pour des questions d'emploi et d'emploi ouvrier.
Pourquoi est-ce qu'il est obligé de s'en mêler? Certes, il y a la tentation électorale, et là, je suis absolument en phase avec ce que vous dites. Mais quand même, il est le président d'un État fédéral. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les gouverneurs qui sont chargés dans chacun de leurs États du maintien de l'ordre. Le problème devient fédéral lorsque cela s'étend et que cela menace notamment la Maison-Blanche, le lieu central du pouvoir, comme ça a été le cas avec, en plus, l'incendie d'une église. On n'a pas noté ça aujourd'hui, on n'a pas noté, mais il y a eu aussi aujourd'hui une église, et cher Jean-Luc, c'est pas parce que je suis au parti chrétien-démocrate que j'attire l'attention là-dessus, mais c'est une église qui a été brûlée et pas autre chose, à côté de synagogue, et à côté de Washington. Et ça, c'est un gros problème, parce que c'est en train de dériver. Et c'est peut-être là que Trump est obligé d'intervenir en tant que président de l'État fédéral américain, c'est que c'est l'unité de la nation américaine qui, pour le coup, risque d'être menacée. Oui, je dois juste apporter un rectificatif pour dire que vous dites que Trump ne met pas dans sa bouche des propos suprémacistes, il va juste parler à la tribune d'organisations qui revendiquent la suprématie blanche. Voilà, alors après, on peut toujours dire qu'il s'est trompé, sauf que ça fait partie de ces, ça fait partie de ces tribunes régulières. Voilà, je pense que Donald Trump, alors je pense, j'ai pas de preuves au sens juridique du terme, mais de toute façon, les aspects américains là-dessus sont différents du nôtre. Voilà, mais c'est vrai que regardez son entourage, regardez sa composition, regardez son cabinet, regardez son histoire, regardez son comportement à l'égard des autres en général, des femmes en particulier. Voilà, ce type-là est un type qui est sans doute pas connecté comme nous. Voilà. Alors, on a Éric de Béziers, puis je vous donne la parole après Jean-Luc Benamias. Éric, bonjour. Oui, bonjour, Sud Radio. Bonjour, on vous écoute. Alors déjà, moi j'ai bien l'impression qu'en fait, Monsieur Trump, on essaie de l'analyser, mais bon, si on se réfère à son passé, à tous les mots qu'il a pu dire dernièrement ou autre, moi j'ai l'impression que cet homme est un fou dangereux, quoi, avant tout, quoi. Et oui, en 2018, Monsieur Trump a dit lui-même, hein, vous pouvez faire des recherches, lui, qu'il était un nationaliste. Donc, moi, je pense que. Et c'est pas, c'est pas une injure. C'est pas une injure, mais de la manière où il a amené, il faut voir vraiment au niveau de son meeting, il faut regarder tout ça. Mais il faut y un petit peu dans son passé, regarder les derniers mots qu'il a pu dire. Monsieur Trump a dit, bien avant les émeutes et tout, qu'il fallait arrêter les gens, les frapper plus pour qu'ils comprennent, qu'il fallait les rentrer dans la voiture et leur cogner la tête, je l'invente pas, hein, il suffit juste de faire des petites recherches, leur cogner la tête sur le capot de la voiture pour les rentrer dedans. Ils sèment ce qu'ils récoltent. Et le gros problème aux États-Unis, même nous, hein, de notre regard, moi le regard que j'en ai, en France, quand j'entends tout le monde parler des États-Unis, on dit toujours les Blancs américains, les Noirs américains, les Amérindiens. On fait toujours une différence. Mais quand on s'intéresse à l'histoire un peu à tout, on s'aperçoit que ils sont tous égaux là-bas. On devrait juste dire des Américains et arrêter toutes ces différences. Oui, sauf qu'ils sont pas égaux. Enfin, sauf que c'est pas eux, c'est eux qui le disent. On voit très bien qu'ils sont pas. On voit très bien qu'ils sont pas. Enfin, c'est eux qui le disent. Je suis désolé, monsieur. Il suffit de regarder un petit peu, faites des recherches avant de vous avancer. Vous verrez que les salaires sont plus bas. Il y a beaucoup plus de pauvres noirs aux États-Unis. Mais ça, je ne le nie pas. Voilà. On ne le nie absolument pas. Mais le problème n'est pas là. Alors quand je vous entends parler comme d'une insulte ou d'une injure ou un mot clivant, quand vous parlez de nationalisme, vous faites une erreur historique totale. Hein. Certainement. La nation n'est pas un gros mot, hein, cher monsieur. Hein. Je suis désolé. Si vous le pensez, il y a des problèmes. Monsieur Trump récolte ce qu'il a semé. La première chose qu'il a pris le pouvoir, on construit un mur, on se referme. C'est pas le nationalisme. Excusez-moi, peut-être que je fais une erreur historique, mais moi dans ma tête, je le vois au national-socialisme. Je le compare à ça, pas au nationalisme où on soutient sa nation. Dans la manière où M. Trump, excusez-moi, mais aux derniers événements qu'il y a eu aux États-Unis, justement au niveau du confinement, j'aimerais juste revenir à ça, après je vous laisse. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Trump? Il a encouragé les suprémacistes blancs à manifester armés. Souvenez-vous de ça. Vous n'avez pas vu les vidéos, vous n'avez pas vu. Enfin, je suis comme vous, hein, je m'informe sur Sud Radio, sur les radios, sur les chaînes habituelles. On a bien vu des Américains en armes manifester contre le confinement. Et qui l'incitait? Monsieur Trump. Il y a eu beaucoup de sénateurs américains justement qui se sont levés contre ça. On l'a très bien vu. Mais
Voilà. Alors, non, mais on vous entend. Alors, la question aussi, c'est comment tout cela peut-il finir? Là, il a invoqué, il a menacé de ressortir un amendement alors c'est d'utiliser l'armée contre les États-Unis, et d'envoyer des troupes partout dans le pays pour mater la rébellion. Est-ce que vous pensez qu'il va aller jusque-là et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Jean-Luc Benamias, vous vouliez réagir? Mais, déjà, un chiffre par rapport à la discrimination, qui est un chiffre réel. Il y a à peu près 2 millions de prisonniers aux États-Unis. Sur les 2 millions, c'est la moitié, c'est des Noirs. Hein. Et donc la discrimination vous savez qu'Éric Zemmour a été poursuivi pour avoir dit une chose comme ça concernant la France. Hein. Pourquoi? Qu'on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire. Si, aux États-Unis, on a le droit, puisque c'est totalement légal aux États-Unis. Donc c'est bon. Je veux dire, je ne dis pas. Oui, non, allez-y. Je vous taquine. Merci voilà. Valérie. J'accepte ce côté taquin. Bon, pour le reste, moi, je regarde la situation aux États-Unis, c'est du jamais vu. Et ce qui est du jamais vu, c'est que même si M. Trump appelle l'armée, appelle la police aux États-Unis, elle est très très différenciée, elle est très différente de la nôtre. On a vu évidemment un certain nombre d'actes dans cette semaine, d'actes vus en vidéo de policiers qui essayent de pacifier, essayent de dire on arrête. Absolument. On a vu du côté des manifestants la même chose. Donc à ce niveau-là, c'est la seule solution. Parce que sinon, c'est un drame incroyable. Clairement, quand on connaît un peu les États-Unis, je connais un peu ce territoire, c'est quand même autant de révoltes en même temps. C'est quasiment du jamais vu depuis les années 60. Ouais. Geneviève Gotzinger, on a vu aux États-Unis ces images qui sont extrêmement fortes aussi de policiers qui mettent le genou à terre comme les manifestants. Donc ils se retrouvent avec certains manifestants finalement dans une même démarche de pacification et de tentative de pacification. Après, votre auditeur a dit quelque chose d'intéressant avec ce parallèle avec la France. Moi, je dirais qu'on n'est pas en France dans une société communautariste. Dieu merci, pas encore. Et il faut absolument résister à tout prix à ça, à cette tentation du communautarisme en France, parce qu'une société communautariste, c'est une société qui attise les haines. Alors surtout, évitons dans les mois qui viennent de nous coller les uns les autres des étiquettes. Oui, parce qu'il y a une tendance. Il y a une tendance à aller vers une tendance à vouloir importer ce débat en France. On a vu les. Ce serait un cauchemar. Vous avez vu ce que le site Actu17 a reporté hier et qui est repris dans les réseaux sociaux, avec ce film qui était tourné par 3 faux policiers tentant de filmer une fausse arrestation raciste. Mise en scène totale. Quel est le but? Moi, j'espère que là, j'ai failli faire mon intervention sur ce sujet, mais je n'avais pas assez d'infos. Absolument. Très franchement, j'espère que la justice va aller loin pour trouver qui y a derrière ce genre de choses, parce que c'est pas une simple blague de potache ou d'étudiants en cinéma. L'objectif derrière est véritablement de créer un événement sur réseaux sociaux qui puisse faire une traînée de poudre. C'était effectivement, c'était une mise en scène. Il y avait un réalisateur, il y avait 3 comédiens, et il y avait deux personnes qui sortaient d'un supermarché, un blanc qu'on laissait passer, et une personne, je ne sais plus, c'était et c'est des vrais uniformes de policiers par des faux policiers. Donc, si vous voulez, ça c'est très 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 sérieux quand même. Ça montre qu'il y a des tentatives quand même. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Quelle est la tendance religieuse forte qui gouverne auprès de M. Trump et qu'accepte M. Trump? C'est des églises évangéliques existant aux États-Unis. Il ne faut jamais oublier ça. La prégnance religieuse d'un certain nombre, j'appellerais ça secte pour aller vite, auprès d'un président de la République de manière aussi forte que cela, n'est pas très bonne pour la démocratie. On a tous vu la vidéo de Donald Trump entouré par ce pasteur suprémaciste incroyable, très charismatique, qui pose sa main sur son épaule. On est dans le bureau ovale, il y a toute l'équipe autour de lui, Mike Pence, etc. Et pendant 2 minutes, c'est filmé. Il récite une prière en demandant à Dieu d'aider Donald Trump d'être le plus grand de l'histoire de l'humanité. Mais vous savez, Alexandre, on peut pas juger avec notre vision à nous. Il prête serment sur la Bible. Donc c'est compliqué de regarder ça à travers les yeux des Français. Ça fait partie profondément de leur culture. Ils font. C'est pas ce que je dis. Moi, je respecte profondément le fait qu'on puisse prêter serment sur la Bible. Je serais d'ailleurs partisan qu'on puisse avoir d'ailleurs en France un rapport aux religions beaucoup plus apaisé qu'on l'a. Mais ça, c'est pas le sujet. En revanche, là, il y avait quand même un côté extrêmement
extrêmement caricatural, et le pasteur en question était quand même pas le plus paisible des pasteurs qu'on peut regarder aux États-Unis et prêcher la bonne parole, si je puis dire. Celui-là est quand même plutôt dans le camp des ultras. Je disais cela exactement pour ça, Alexandre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciblage direct par rapport à une religion ou par rapport à une autre, ou par rapport à des gens qui ne sont pas religieux dans une religion. Il y a simplement, aux États-Unis, plus qu'ailleurs, un certain nombre de sectes extrêmement puissantes qui jouent un rôle extrêmement politique. Affirmatif. Allez, on va changer de sujet, on va parler du déconfinement. Aujourd'hui, ouverture des restaurants un petit peu partout en France, des terrasses en région parisienne et à Paris. On a entendu tout à l'heure que c'était comme une sorte de libération. Est-ce qu'il faut craindre un relâchement, que finalement le Covid, ce sentiment qu'il est derrière nous? On en parle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui évidemment va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. Déconfinement, ouverture des restaurants, des terrasses, crainte d'un relâchement. Vous avez entendu, il y a toujours des messages du gouvernement pour dire qu'il faut être vigilant, que les personnes âgées sont les plus vulnérables. Et pourtant, on sent quand même comme un vent de liberté, retour à la vie normale, pas tout à fait. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas qui veut commencer, Geneviève? Écoutez, oui, c'est une liberté sous contrôle. On en est tous conscients, sous le contrôle du virus encore. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut savourer, il faut être heureux. Enfin, il faut être heureux de cette deuxième phase de déconfinement. Il faut être heureux aussi de tous ces propos des scientifiques qui voient tous un virus qui est vraiment en régression forte. Donc non, moi j'aime pas ce terme relâchement qu'on a utilisé, qu'on a beaucoup employé tout au long de cette pandémie. Relâchement, je trouve que c'est un mot infantilisant. Moi, je dis ça d'un enfant qui fait un moins bon troisième trimestre. Allez, il s'est un peu relâché, il a moins bien travaillé. Là. Non, là, ce soir, faut être heureux, faut savourer cette liberté qu'on retrouve, tout en sachant pertinemment qu'elle est avec de la distanciation sociale, avec un certain nombre de règles, avec un certain nombre de protocoles. Mais enfin, il était temps. Il était vraiment temps. C'est le Covid qui s'est relâché. Très clairement, le relâchement, on voit bien dans toutes les courbes que je suis comme tout le monde, j'analyse, je regarde rapidement, toutes les courbes, heureusement, tendanciellement, sont des courbes en baisse depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. Pour le reste, moi j'ai un mot sur, il y a un vrai relâchement, il y a un nombre de crétins, d'abrutis qui, quand ils vont pique-niquer, quel que soit l'endroit, laissent leurs déchets absolument partout. Je trouve ça absolument ignoble, dégueulasse, complètement con. Je veux dire, vous avez raison. Il y a des gens qui vont ramasser derrière, c'est ceux qui ont travaillé pendant le confinement, et ainsi de suite. Voilà. C'est là, il y a un vrai relâchement. Et c'est un relâchement vraiment odieux. Oui, relâchement sur les comportements avec ces masques qui traînent absolument partout. Les masques, les bouteilles plastiques, les bouteilles de bière. Enfin, hier, quelqu'un faisait remarquer qu'au parc Monceau, par exemple, il n'y avait pas de sacs plastiques dans les poubelles. Donc, ils ne sont pas encore tout à fait au point non plus. Ce qui est aussi très, mais on peut peut-être garder ses propres déchets. On peut peut-être garder ses propres déchets et rapporter chez soi. Mais sur le relâchement lui-même, j'entendais encore une fois le professeur Hirsch qui disait oui, la joie de retrouver une vie un petit peu plus normale et en même temps de garder à l'esprit que le virus est toujours là, qu'il y a des familles qui ont été endeuillées, donc d'une certaine manière de rester un peu mesuré dans la joie de retrouver ses habitudes. Moi, je vois 2 problèmes. Le premier, c'est des décisions contradictoires et aberrantes qui ont été prises. Jean-Luc Benamias citait tout à l'heure l'histoire des plages dynamiques. Effectivement, c'est très bien, on est une nation dynamique, donc on a des plages dynamiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand on interdit tel sport d'avoir lieu, puis qu'on autorise par exemple des gens de courir les uns derrière les autres sur un espace très réduit. Or, les études ont montré qu'un sportif qui court peut propager du virus par sa simple respiration, sans qu'il le veuille, plus de 10 mètres autour, et tous ceux qui passent derrière y ont droit. Donc il y a des choses qui m'ont choqué. Et puis alors, moi ce qui me gêne surtout là-dedans, c'est la communication, encore une fois, du gouvernement qui classe toujours les gens les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on a eu les rouges et les verts, maintenant on a les oranges. Les oranges, on dirait qu'ils donnent l'impression qu'ils veulent pas nous mettre en rouge en Île-de-France, mais que voilà. Alors, mais d'où ça vient ce classement? Pourquoi est-ce qu'on est toujours en orange en Île-de-France? Non pas à cause de la circulation du virus, d'après ce que j'ai entendu, mais simplement à cause du manque de lits de réanimation et du manque de respirateurs.
par rapport à ce qu'on pourrait craindre qu'il se passe, puisque comme vous le dites, les courbes fort heureusement baissent, la saisonnalité du virus s'installe et je pense qu'avec l'été, il va effectivement régresser, il régresse beaucoup. Mais on est toujours en orange simplement parce qu'ils ont peur que, compte tenu du nombre de lits et de respirateurs disponibles, on soit débordé. Eh ben, c'est plutôt une critique qui s'affiche d'eux-mêmes, c'est-à-dire que où va, comme dit le président de la République, le pognon de dingue, hein, parce que très franchement, on manque de lits de réanimation en région parisienne et ça fait qu'on est classé en orange. C'est pas sérieux, quoi, je trouve. Par contre, j'insiste, hein, effectivement, comme vous l'avez dit, comme l'ont dit les autres, c'est pas disparu, donc il faut être prudent parce que les personnes fragiles risquent d'être menacées très rapidement, mais on peut pas non plus vivre enfermé sous cloche. Non, mais il faut être vigilant. Howard Hughes est mort quand même, hein. Pourtant il vivait dans les plastiques. Hein. Alexandre. Moi, je suis très mal à l'aise avec ces questions parce que je porte un regard très sévère sur la façon dont tout ça a été mené. Quand je vois ce qu'on nous demandait de faire en termes de comportement social distanciel début mars, c'est ce que je vois, ce qu'on nous demande d'appliquer depuis le 11 mai. Je me dis que voilà, en mars, on a tenté d'arrêter de tuer un éléphant avec une tapette à mouche et depuis le 11 mai, il reste pas une mouche, mais enfin, on est avec des enclumes et on en fait beaucoup. Et alors, ce qui m'affole, moi, là-dedans, c'est qu'en fait, je trouve que on a surjoué la peur. Et aujourd'hui, ce que je ressens quand je discute avec les gens, dans la rue, dans les commerces, un peu partout, il y a un niveau de peur ambiante dans le rapport à l'autre qui est quelque chose de démesuré par rapport à la réalité de la menace. Alors, il y a un risque, oui, encore, il est extrêmement résiduel et il diminue de jour en jour, tant mieux, réjouissons-nous. Est-ce qu'il reviendra? J'en sais rien. Mais personne ne le sait. Voilà. Personne ne le sait. Enfin, il y a des gens qui ont des avis très sérieux sur le sujet, mais bon, je ne vais pas me faire tacler en me disant que mes croyances ne sont que les miennes. Mais en attendant, je pense qu'effectivement, on verra. Mais pour l'instant, le virus est quasiment fini, entre guillemets, en France et en Europe de circuler et réjouissons-nous. Mais je trouve qu'il reste derrière tout ça quelque chose de très, très préoccupant en termes d'état d'esprit ambiant, de peur à l'autre. Et ce qui me, à titre personnel, ce qui m'angoisse, c'est comment allons vivre-nous ensemble demain? Je n'entends aujourd'hui aucun responsable politique aux affaires me dire attendez, tout ça n'est que transitoire. Si tout va bien, dans quelques mois, on ne parle plus des masques. J'entends pas ça. Si le rapport à l'autre, c'est systématiquement la distance, le mètre de sécurité. Moi, je trouve que ça change très vite. Hein. J'observe depuis 2 jours déjà que les comportements changent très vite. Hein. Michael, l'auditeur nous dit que les comportements changent. Que les comportements changent, c'est une chose, mais après il y a le message officiel. Donc après, je pense qu'il y aura besoin d'avoir des règles claires. Éventuellement, qu'on nous dise demain que dans les transports en commun, notamment en zone heure de pointe, qu'on continue à rester protégés pour éviter, dans le cas d'ailleurs de mesures de prophylaxie, c'est-à-dire pas seulement par rapport à un éventuel Covid, mais par rapport à tout ce qui peut se transmettre en espace confiné, pourquoi pas. Mais il y a besoin d'avoir un message politique qui donne un peu d'espoir. Dire ça va s'arrêter, quoi, parce qu'on peut pas vivre comme ça pendant 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'est pas chinois. Et je rappellerai juste pour conclure qu'en Chine, ils ont beau porter des masques, ils ont eu le Covid. Hein. Oui. Michael, donc nous dit vos intervenants utopistes, bisounours, pensaient vraiment que les gens, après le confinement, allaient changer leur mentalité. Rien ne change, on ferme des lits. Et il a tout à fait raison. Et les médecins commencent à alerter. On licencie pour délocaliser. Et puis on touche au code du travail. Voilà. Et c'est nous qui allons payer. C'est vrai qu'on nous a parlé d'un monde d'après. Or, on voit que dans les hôpitaux, on espère que ça va changer. Mais de nombreux médecins, encore une fois, alertent pour dire que on leur referme des lits et que les choses sont en train de changer, de revenir comme c'était, de ne pas changer. On a Jean-Marc en ligne avec nous qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous pensez, vous, ce premier jour de déconfinement? Écoutez, premier jour ou pas premier jour de déconfinement, la seule chose que je suis content, c'est qu'on va pouvoir aller à plus de 100 km retrouver ses familles. Absolument. Voilà, moi c'est ce qui me manquait le plus. Voilà, on a fêté l'anniversaire d'un neveu qui était en Bretagne. On était sur la photo de famille sur la tablette, voilà, au lieu d'être présent. Donc oui, ça c'est vrai que ça manquait. Après, pour le déconfinement des restaurants, je soutenais le drive et je continuerai à soutenir le drive. Le restaurant est un plaisir. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un plaisir d'aller au restaurant. Derrière des plexis, derrière des masques pour les serveurs sans doute, ça reste effectivement anxiogène. C'est une erreur. Je n'ai pas peur des autres. J'ai effectivement aujourd'hui, le virus est toujours encore présent.
Ça, il faut l'avoir à l'esprit. C'est pas avoir peur des gens. Le restaurant, c'est un plaisir. Donc, si c'est pour aller au restaurant avec cette image de gens masqués, comme quand on va faire ses courses, ben oui, c'est franchement anxiogène. Hein. Quand on rentre, je me promène dans Bordeaux pour des raisons professionnelles. Vous allez rue Sainte-Catherine, il faut avoir le masque. Je vois les magasins, les gens rentrent, il faut passer le gel hydroalcoolique. Il y a des protections, c'est très bien, hein, mais ça reste quand même la méthode anxiogène. Il faut effectivement, je suis bien d'accord avec votre intervenant. Il faut sortir progressivement de ce déconfinement. Donc, on ne pouvait pas passer de tout, de tout interdit à tout autorisé. Mais ça c'est une évidence. La seule chose, c'est que certains ont fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et c'est comme je prends la mesure en disant, et vous avez un malade qui sort de l'hôpital, il a eu une opération, il veut recommencer sa vie comme avant. Il est toujours en convalescence. Et aujourd'hui, on doit reprendre une vie, mais une vie en convalescence. Mais il faut que l'économie reprenne. Ça, c'est une évidence. Sinon, on part à la catastrophe. Les restaurateurs, il faut qu'ils réouvrent, mais attention à ce qu'on va faire et comment on va le faire. Les terrasses pour boire un verre, c'est comment les gens vont se comporter pour boire un verre. C'est ça qui peut être un peu compliqué. Voilà. Après, aller manger au restaurant, voilà. Les restaurateurs ont fait leur boulot, c'est très bien. Ils ont envie de revivre. Ils ont mis tout en place pour qu'on soit à distance raisonnable. Mais pour boire un verre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Une réaction donc à ce que vient de dire Jean-Marc ? Moi, j'ai envie de dire, il a raison. Patrick. Au début, quand il dit qu'il ne veut pas aller au restaurant parce que c'est anxiogène et que ça ne lui donne pas une bonne ambiance, que c'est un lieu festif, sauf qu'il termine en disant le contraire, malheureusement, parce qu'il se rend compte aussi que les restaurateurs, il faut qu'ils vivent. Et moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, bah oui, c'est pas gai d'aller sur un restaurant où toutes les tables sont à 2 mètres ou 4 mètres, etc., que des serveurs sont masqués, mais nos restaurateurs doivent s'en sortir et très vite parce que c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde. Et moi, je pense qu'il faut que les gens reprennent le plus vite possible en respectant les règles, leur vie, même si le restaurant est moins festif. C'est surtout ça que je veux dire. Il y a juste un problème de modèle économique qu'il faudra à un moment donné traiter aussi. Parce que rien de l'activité actuelle normale que nous connaissons ne peut vivre avec, dans la durée, cette distance de sécurité. Rien n'a été calculé sur cette base-là. Et deuxièmement, moi je pense que le port du masque, il faudra à un moment donné qu'on ait un vrai débat là-dessus. Est-ce que ça devient la norme? Moi j'ai besoin d'être très clair sur cette question-là, parce que si c'est ça la norme, pour ma part, je n'irai plus jamais au restaurant. Je signale, moi, que comment on dit, je veux dire vigile, c'est pas bien, mais celui qui est devant la poste à côté de chez moi, n'a pas de masque. Donc le masque est obligatoire dans la poste, mais celui qui contrôle les personnes âgées à 3 cm n'a toujours pas de masque et la poste ne peut rien faire, me dit-on. Je trouve pas ça normal. Mais alors, effectivement, il va falloir clarifier les choses, obligatoire, pas obligatoire, dans quelles circonstances, c'est pas très clair. Eh bien, écoutez, très bonne journée à tous. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercol.